Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Salut. On voulait vous passer un petit mot sur le festival Frames d'Avignon. Ah ouais, c'était génial. On a rencontré des gens incroyables. Et surtout un mec qui s'appelle Thomas O'Brien. Ouais, Thomas O'Brien qui nous a fait une super photo, vous la voyez en ce moment sur vos moniteurs. Le copilote pouvait pas être là, malheureusement, il était en train de nettoyer le vaisseau, mais quelque chose me dit qu'on va vite le retrouver. Oui, très très vite. On voulait vraiment remercier toute l'organisation du festival Frames. Merci au Pandora. Oui, entre autres. En tout cas, bravo à vous. C'était de la bombe. On voulait aussi vous dire qu'on était censé tourner plusieurs gros épisodes cet été. Malheureusement... L'hiver arrive. Ouais, on devait tourner sur Arcturus 8. L'hiver est en train d'arriver, donc ça nous a obligés à repousser ces tournages, malheureusement. Mais... Vous inquiétez pas, on fera tout ce qu'on peut pour vous servir une vidéo tous les mois, quand même. On a plusieurs bonnes idées, là, ça va vraiment venir. Faudra juste être un petit peu patient pour les gros épisodes. Faites-nous confiance. Bon, maintenant tu dégages, j'ai quelque chose à faire. Excellent. Bonjour citoyennes et citoyens. À votre époque, vous aviez pour habitude de foutre en l'air votre écosystème, notamment en défonçant des arbres. Mais des fois, c'était pour la bonne cause, car c'était pour inscrire sur leurs cadavres des histoires merveilleuses. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui parler d'un livre, ou plutôt d'un roman composé de 7 livres, le bien nommé... La saga des 7 soleils est un roman de Kevin G. Anderson, auteur que certains d'entre vous connaissent peut-être par ses romans Star Wars, même si c'est davantage son travail sur l'univers de Dune, en collaboration avec Brian Herbert, le fils de feu Frank Herbert, qui l'aura révélé au plus grand nombre. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet. En 1999, les deux hommes sortiront La Maison Atréide, premier tome d'une trilogie qui se déroulera juste avant Dune et nous racontera, entre autres, la jeunesse du duc Leto Atréide. Suivra une autre trilogie qui, elle, sera un préquel encore plus ancien puisque se concentrant sur la période du djihad butlérien des milliers d'années avant l'œuvre originale. Ensuite, 2 livres qui concluront Dune, Frank Herbert étant décédé avant d'avoir pu y apporter un point final. Et enfin plusieurs livres se déroulant dans l'univers de Dune à des époques différentes. Ces livres m'ont accompagné pendant ma jeunesse, mon ressenti face à eux a donc évolué avec le temps. J'avais passé un bon moment avec les 2 premiers cycles de préquels qui, à mon sens, apportaient un divertissement tout à fait correct. Maintenant, est-ce qu'on attend d'un livre Dune à ce qu'il soit juste divertissant? Je suis pas sûr, mais nous ne répondrons pas à cela aujourd'hui. En tout cas, j'ai grandi au fur et à mesure de l'édition de ces livres. Et on peut dire qu'ils m'ont accompagné pendant toute cette période où l'on construit son esprit critique, où l'on affine ses goûts, où l'on décide tout simplement de ce qu'on considérera comme de la qualité ou non. Et c'est une fois que j'avais déjà bien évolué là-dessus qu'est sorti le diptyque qui avait pour mission de conclure la saga inachevée de Frank Herbert. Et autant vous dire que ça m'a pas plu. Et sans que je sache réellement expliquer pourquoi, parce que les livres d'avant m'avaient pourtant contenté, mais là rien à faire, j'accrochais pas. À ce jour, je n'ai pas relu les 2 premières prélogies de Dune, mais au vu du très mauvais souvenir que m'a laissé la conclusion, je pense qu'elle me plairait beaucoup moins aujourd'hui. Car il y a peu de chances qu'en 10 ans, les 2 hommes aient fondamentalement changé leur style et leur narration. Et la question que je me pose, c'est à qui la faute? Brian Herbert, qui n'a rien écrit d'autre, ou Kevin G. Anderson, dont je n'avais rien lu à part ça? En tout cas, c'est plein de curiosité que quelques années plus tard, je me lançais dans la saga des 7 soleils. La saga des 7 soleils est un roman de space opéra relativement ambitieux, puisque présentant un univers complexe avec de nombreux personnages dont vous suivrez la destinée. C'est suite à une surpopulation alarmante que l'humanité décide, à la fin du XXIe siècle, de se lancer dans un projet de colonisation spatiale d'envergure à l'aide de vaisseaux générationnels. Comme d'habitude, faut toucher le fond pour que les humains se décident à sortir les doigts et à coloniser l'espace. Nombre de ces vaisseaux rencontreront les Ildiran, une espèce bien plus développée et ancienne qui aidera l'humanité en lui apportant sa technologie de voyage supraluminique. Les Ildiran ont une société complexe, composée de castes dont les représentants font partie de la même espèce, mais présentent des différences morphologiques très marquées. Leur planète mère, Ildira, est perpétuellement éclairée par 7 soleils, et les Ildiran sont constamment reliés entre eux par un lien appelé le thisme, qui est assuré par leur chef, le mage Imperator. Les Ildiran sont donc à la fois accluophobes et autophobes, ce qui ne manquera pas de créer des situations intéressantes dans le récit. Zarbut, tu peux allumer s'il te plaît? Bien sûr, capitaine. L'histoire se situe longtemps après ce premier contact, alors que l'humanité s'est organisée en différentes factions, dont la plus importante est la Ligue Hanséatique Terrienne, qui protège la Terre et ses colonies. Il y a également les Vagabonds qui sont, pour résumer, très proches des Pelters de The Expanse, ou encore les Terroniens, une société humaine indépendante vivant sur Terok, un monde abritant une forêt consciente avec laquelle ils ont appris à vivre en symbiose. Comme toujours dans ce type d'œuvre, l'économie dépend grandement d'une source d'énergie qui sert à la propulsion des vaisseaux.
Ici, cette ressource s'appelle l'ecti, un alliotrope d'hydrogène. Ce sont les vagabonds qui en grande partie le récoltent dans l'atmosphère des géantes gazeuses, et elle déterminera évidemment les rapports entre les différentes factions de l'œuvre. Car oui, les humains et les Ildiran ne sont pas les seuls dans la galaxie. Il y a également une espèce robotique que l'on a baptisée de nom de leur créateur, les Cliquis. Ces derniers ont mystérieusement disparu il y a des milliers d'années. C'est à partir de cet événement que les robots Cliquis sont restés désactivés jusqu'à ce que les Ildiran les découvrent. Ils se sont depuis intégrés à la communauté galactique, notamment dans le domaine de la recherche ou pour des projets de grande envergure. L'histoire commence justement alors que l'humanité se prépare à l'un de ceux-ci. Suite à la récupération d'une ancienne technologie, le flambeau Cliquis, la Ligue Hanséatique Terrienne souhaite transformer des géantes gazeuses en étoiles. Le flambeau permettant de transférer une étoile à neutrons au centre de la planète afin que celle-ci s'effondre sous son poids, consume son hydrogène et s'embrase. Les humains espèrent ainsi terraformer les anciennes lunes de ces nouvelles étoiles afin d'étendre leur espace vital. Et puis après tout, dès qu'on peut défoncer une planète, on s'est jamais gêné. C'est donc lors de l'inauguration de cette technologie et l'embrasement de la planète Oncier que le récit commence. Tout le monde est là, dont les Ildiran en qualité d'observateurs. Et alors que tout le monde se félicite de la naissance de ce nouveau soleil, 2 sphères artificielles s'en échappent. Ces sphères, ce sont des vaisseaux hydrogues, une espèce ressemblant à du mercure et vivant au cœur des géantes gazeuses. Ils sont de fait très différents des autres espèces biologiques, très résistants et possèdent une technologie avancée extrêmement destructrice. Et autant vous dire que le fait qu'on ait détruit une de leurs planètes et par ce fait exterminé des millions des leurs, même sans faire exprès, ne les encourage pas, étrangement, à être dans une démarche de dialogue. Et c'est ainsi que commencera une guerre interespèces de grande ampleur. Plus tard d'ailleurs, d'autres espèces se joindront à la mêlée sur fond d'anciennes guerres oubliées, mais je ne vous en dis pas plus. Vous constaterez donc que nous sommes face à un univers de space opéra tout à fait attrayant, qui nous promet l'aventure de découvrir des mystères millénaires, des civilisations disparues, etc., etc. Ça a l'air vraiment cool. Et pourtant, c'est de la merde. Voilà, voilà. Vous imaginerez aisément la difficulté que j'éprouve ici à critiquer un livre que je n'aime pas. Car autant lorsque l'on parle de cinéma, la chose est plus facilement explicable, puisqu'il suffit de montrer des extraits pour illustrer mon propos. Autant en littérature, la chose est beaucoup plus complexe, puisqu'en fait, il vous faudrait lire le livre pour pleinement comprendre ma critique. Le problème fondamental de cette saga se situe au niveau de son rythme. Comme je vous l'ai dit, vous allez suivre de nombreux personnages. L'auteur a donc divisé le récit en plusieurs parties, avec, à chaque fois, en titre, le nom du personnage que nous allons suivre. Le problème, c'est que bien souvent les situations de ceux-ci n'évoluent presque pas entre chacun de ces chapitres. À tel point qu'il arrive souvent qu'on se demande pourquoi on revient à eux. Et la preuve, c'est que des fois les chapitres, ils font 2 putains de pages. Regardez-moi ça, 2 saloperies de pages. Comment est-ce qu'en 2 pages, vous voulez que le récit soit agréable à lire, avec la description des personnages, des lieux, de leur état émotionnel, les dialogues? C'est pas possible, surtout quand c'est écrit avec les putains de pieds. On dirait juste que le mec les a foutus là pour remplir son quota de caractère. Et puis l'histoire est cousue de fil blanc. Les twists, on les voit venir à 100 mètres. Déjà parce que les situations exposées, elles ont rien de particulièrement original, mais rien que les trahisons qui interviennent. Toute personne qui a ne serait-ce que vu Game of Thrones, il les devinera très rapidement. Mais là encore, je ne souhaite pas trop vous en dire. Des fois que vous souhaitiez, vous y essayez. Je sais que beaucoup de gens adorent la saga des 7 soleils, mais sincèrement, je ne comprends pas comment c'est possible. Le livre m'est littéralement tombé des mains. J'ai difficilement réussi à aller jusqu'au 4e tome, mais impossible de finir ce truc, ce qui ne m'est jamais arrivé. Du coup, je dois reconnaître que mon avis est à prendre avec des pincettes. Si ça se trouve, ça devient juste génial à la fin, hein. Mais franchement, j'ai lu plus de 50% du truc, j'ai donné quand même. Mais encore, si c'était que dû à la narration et l'histoire, c'est aussi au niveau de l'écriture que ça pêche. Et c'est vraiment ça qui m'a rebuté. Pour moi, c'est digne d'un bon élève de lycée. Pas plus, c'est purement descriptif, y a aucun style, rien. J'avoue l'avoir lu en français, et comme on dit, traduttore, traitore. Traduire, c'est trahir, donc peut-être est-ce mieux en anglais, mais franchement j'en doute, parce que déjà en général les traducteurs font un excellent travail, et puis moi, mes bouquins, en général, j'ai lu en français, et jamais ça m'a dérangé autant que ça. Alors c'est pas de gaieté de cœur cette fois-ci, mais allons-y, passons à la traditionnelle lecture d'un extrait. Bien à l'abri en orbite haute autour de la géante gazeuse, Margaret regardait les ouragans et les nuages de la taille d'un continent, loin en dessous de la baie d'observation. Elle se demandait à combien de temps il faudrait à la planète tout entière pour s'embraser, une fois l'expérience engagée. Oncier était un globe pastel d'hydrogène et de gaz mélangés, 5 fois plus massif que Jupiter. Des lunes entouraient la géante gazeuse comme une portée de chiots se pressant contre leur mère.
Les 4 plus intéressantes d'entre elles étaient des blocs de glace et de roc, nommés Jack, Ben, George et Christopher, en hommage aux 4 grands rois de la Ligue hanséatique terrienne. Si l'expérience d'aujourd'hui réussissait, on pourrait envisager de terraformer ces lunes en colonies habitables. Si, au contraire, le flambeau Cliquis s'échouait, la carrière de Margaret Colicos, aussi respectée soit-elle, ne ferait pas long feu non plus. Mais elle survivrait. En tant que xénoarchéologue, elle et son mari, Louis, s'étaient habitués à travailler dans un paisible anonymat. Voilà. Vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout la saga des 7 soleils. On est face à un très bon univers, mais mal écrit, avec beaucoup trop de personnages, dont le traitement narratif est catastrophique. Et à l'époque où je lisais les préquels et suites de Dune, il m'était difficile de juger de la qualité d'écrivain des 2 auteurs. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne Kevin J. Anderson, mon opinion est faite. Et s'il devait être comparé à un de ses homonymes du cinéma, eh bien ce ne serait certainement pas Wes Anderson, mais plutôt Paul W.S. Anderson. Et si ça ne vous donne pas une idée très claire de ce que je pense de cet auteur, je ne sais pas ce qu'il le fera. Mais au moins, la lecture partielle de cette saga aura eu un effet positif. C'est grâce à elle que j'ai compris ce qui faisait que certains bouquins étaient des chefs-d'œuvre et d'autres non. C'est très intéressant de constater à quel point un univers ne fait pas tout. Et c'est grisant de ressentir l'importance réelle des mots, d'être témoin de leur puissance évocatrice et jusqu'où le fait de les enchaîner de telle ou telle façon finira par résonner ou pas avec votre être. Et cette sensibilité, cette expérience littéraire, celle qui permet de ressentir cette subtilité de l'écriture, elle ne s'acquiert qu'en lisant beaucoup. Des choses bonnes et mauvaises. J'espère que le message est passé. Je vous encourage donc, même si pour moi cette saga me donne physiquement envie de vomir, à essayer le premier tome, histoire de voir si cela éveillera quelque chose en vous, et puis sinon, au pire, cela vous aura donné des points d'expérience en lecture. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. Et n'oubliez pas, la lecture, c'est l'aventure! Un écureuil volant. Je dois y aller.